Tunisien, c'est donc lui qui assume l'intérim de la présidence. Ben Ali a quitté le pays après 23 ans de pouvoir, conséquence des violences sociales de ces 4 dernières semaines. En fin d'après-midi, l'armée avait pris le contrôle de l'aéroport international de Tunis, état d'urgence dans tout le pays. Nous retrouverons dans cette tranche d'information notre envoyé spécial, analyse sur ce plateau avec différents invités et notre chroniqueur international. Vous regardez France 24, il est 20 h à Paris, nous sommes ensemble donc pour 4 heures d'information en direct. C'est Paris Direct avec Raphaël Kahn, consacré majoritairement évidemment à la Tunisie. Ce 14 janvier 2010 est une journée marquante pour les opposants au président Ben Ali. Il a quitté ses fonctions, celles qu'il occupait depuis 23 ans, épilogue d'une crise débutée il y a moins d'un mois dans la région de Sidi Bouzid quand un jeune homme a tenté de s'immoler. Toute une génération s'est alors levée à travers tout le pays pour dénoncer la pénurie de travail. L'état d'urgence a été décrété dans tout le pays, couvre-feu maintenu dans la capitale, une mesure inédite depuis l'arrivée au pouvoir de Ben Ali en 87. Alors nous retrouvons notre envoyé spécial à Tunis, Cyril Vanier. Bonsoir Cyril, quelle est la situation ce soir dans la capitale ? Bonsoir, on est bien dans la capitale. Pour l'instant, tout est calme. Les rues sont quasiment désertes. Vous savez, il y a quelques heures, l'ordre a été donné aux forces de l'ordre de ne tolérer aucun rassemblement de plus de 3 personnes. Mais il semblerait que cette consigne soit suivie par les Tunisiens parce que les rues sont désertes. On s'était posé la question, l'équipe de France 24 en Tunisie, de savoir s'il y aurait des manifestations de joie. Nous n'avons pu en observer aucune. Nous sommes actuellement en situation de couvre-feu. Nous sommes sortis malgré le couvre-feu. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a une présence militaire en ville parce que nous avons vu plusieurs véhicules blindés. Ce ne sont pas des véhicules de transport de troupes, mais bien des véhicules armés en ville. Les soldats qui montent la garde autour, certains points stratégiques. Ces soldats ne nous ont pas empêchés de circuler, mais il y a effectivement une forte présence sécuritaire et ça explique peut-être pourquoi les rues sont désertes. Cyril, quelles ont été les réactions des Tunisiens à l'annonce du Premier ministre ? Eh bien, pour les raisons que je viens de vous exposer, il est assez difficile de recueillir les réactions des Tunisiens. La rumeur, en fait, avait commencé à enfler en fin d'après-midi que le président Ben Ali était sorti. De plus en plus de Tunisiens commençaient à croire effectivement que l'homme qui a dirigé le pays pendant 23 ans, eh bien, avait fui le pays. Alors, les réactions qu'on a pu recueillir immédiatement, ce sont celles des Tunisiens qui nous accompagnent dans notre travail, car vous savez que la Tunisie étant un État policier, les journalistes sont suivis, sont accompagnés, disons, par des représentants. Eh bien, les réactions que nous avons recueillies sont des réactions de déception que le président Ben Ali n'ait pas été jugé, qu'il ait pu fuir le pays, qu'il ait pu piller le pays pendant des années, pendant 23 ans, et qu'il ait pu s'enfuir sans être jugé. Je vous remercie beaucoup Cyril pour vos précisions. Vous êtes notre envoyé spécial donc en Tunisie. Cet urgent qui vient de tomber selon le gouvernement. L'avion de M. Ben Ali survole l'espace aérien maltais en direction du nord. Alors nous a rejoint sur ce plateau Jean-François Daguzan. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Que des jeunes aient pu destituer un président, est-ce que cela vous surprend ? Comme toujours, on est surpris quand des événements qui sont en fait les épiphénomènes d'une situation qui a mis beaucoup de temps à émerger démarrent. La Tunisie, les Tunisiens sont un peuple patient, opiniâtre, dur au mal et capable de beaucoup supporter. Et il est clair que la crise économique aura été la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase. Des années de pillage par le clan Ben Ali de ce pays a fait que progressivement cette société extraordinaire qui est la société tunisienne s'est paralysée. Et puis un jour ça éclate. On peut mettre ça en parallèle avec la révolution iranienne de 79. On ne l'attendait pas, personne ne l'avait prédit, et elle explose. Donc on est dans une situation où finalement ce phénomène de boule de neige, d'explosion populaire fait tomber
un régime qui en fait était d'une fragilité extrême. Ça s'est joué en très peu de temps, puisque pendant 3 semaines, le président Ben Ali ne s'est pas du tout exprimé. Il s'est exprimé pour la première fois cette semaine, et en 3 jours, il quitte le pays. Je crois que le clan et l'entourage du président et le président lui-même s'imaginaient que la bonne vieille méthode de la matraque était suffisante pour régler des problèmes venus de municipalités qui ont toujours été très actives au plan social, notamment celle du nord-ouest et du sud, et que l'on pouvait finalement traiter ça comme d'habitude. Ce qu'ils n'ont pas vu venir, et on l'a vu très bien dans les déclarations successives des dirigeants et du président, qu'il s'agissait plus d'une révolte mais d'une révolution. Et c'est ça finalement qui les a totalement désarçonnés, et il est possible qu'à un moment donné aussi des gens à l'intérieur du système aient sifflé la fin de la partie. Vous pensez que c'est unique à la Tunisie, ou peut-on envisager une propagation de ce type de mouvement? On l'a vu récemment, il y a quelques jours en Algérie, des mouvements sociaux extrêmement forts qui finalement ont été contrôlés. Est-ce que l'on peut envisager une propagation, de telles conséquences au Maghreb ou généralement sur le continent? Il est évident que cela aura des conséquences. Vous avez cité l'Algérie, il faut citer l'Égypte évidemment, où il y a eu des émeutes du pain il y a quelque temps, et l'Algérie dont nous venons de connaître un certain nombre de violences. Mais les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, dans la mesure où l'Algérie a sa manne pétrolière, elle est capable, si vous voulez, de payer pour sa tranquillité. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le gouvernement algérien, qui plus est, en ayant accumulé les bourdes financières et douanières qui ont conduit à cette situation. Le pays, d'une certaine manière, est à la fois, paradoxalement en Algérie, et plus libre parce que la presse est libre, parce que le peuple peut s'exprimer, et plus tenu parce que la structure du pouvoir algérien, qui est un partage finalement entre divers pôles de pouvoir, fait que cela s'équilibre, même si c'est pas démocratique, ou en tout cas peu démocratique. Et pour le parallèle peut-être plus intéressant avec la Tunisie, avec l'Égypte, là où finalement le pouvoir égyptien commence à fatiguer lui aussi. Le président Moubarak est âgé et malade, un peu, je dirais, sur le même modèle que le président Ben Ali, et où finalement une explosion sociale pourrait mettre à mal ce pouvoir. Et puis, rappelons aussi que dans les 3 pays, nous sommes en situation de transition politique. Il s'agit de leaders qui sont âgés et ou malades, et de ce point de vue-là, l'Égypte, comme l'Algérie, bon, maintenant le cas de la Tunisie est réglé de ce point de vue-là, se pose la question du changement de génération. Alors justement, parlons de cette transition avec notre chroniqueuse internationale, Aziza, merci beaucoup d'être avec nous. Cette transition constitutionnelle qui a été mise en place après le départ du président Ben Ali, comment s'organise-t-elle exactement ? Alors déjà, il y avait une grande question sur est-elle ou pas constitutionnelle, effectivement. Ce qui a été mis en avant, c'est l'article 56 de la Constitution tunisienne, qui veut dire que, en cas d'un empêchement temporaire, c'est ce qui a été mis en avant par Mohamed Rannouchi, donc le Premier ministre tunisien, en cas d'empêchement temporaire, c'est effectivement le Premier ministre qui prend les rênes en attendant la fin de cet empêchement temporaire. Le fait est que, aujourd'hui, le président, on ne sait pas où il est parti, on ne sait pas où il a atterri, et ça semble plutôt être un empêchement définitif. Enfin, c'est une vacance de pouvoir, et dans ce cas-là, ça aurait été l'article 57 qui s'applique, à savoir, c'est le président de la Chambre des députés qui prend les rênes pendant 45 à 60 jours en attendant des élections à venir. Donc aujourd'hui, on est dans le cas de l'article 56 en attendant. Tout le monde se demande si Ben Ali n'attend pas d'arriver là où il va. A priori, comme vous avez dit tout à l'heure, il survolait un peu les airs à Malte, éventuellement l'Italie, peut-être l'Argentine. Il y a beaucoup de possibilités. Le fait est que, s'il arrive quelque part, on attend peut-être une déclaration de sa part, peut-être qu'une fois arrivé, qu'il annoncera qu'il quitte définitivement le pouvoir, mais en tout cas, il garderait l'immunité, et c'est ce qui explique aujourd'hui l'application de cet article 56. Mais la transition, peut-être, aujourd'hui la question se pose sur qui pourrait prendre la place éventuellement. Je ne parle pas des gens du pouvoir aujourd'hui. Est-ce qu'on n'entend pas beaucoup l'opposition actuellement ? Absolument. Il y a eu quelques déclarations de l'opposition, surtout après ce fameux discours d'hier soir, où on voyait un total changement du ton du président Ben Ali. L'opposition, c'est très difficile de définir l'opposition, parce qu'il y a l'opposition qui est en exil, il y a l'opposition reconnue mais qui n'a pas les moyens, et puis il y a une certaine opposition qui est plutôt tolérée par le pouvoir. Si je prends les partis Tajdid, le Parti démocratique progressiste ou le Forum démocratique,
cette opposition réellement, mais qui est surtout reconnue, même si elle n'a pas trop les moyens, pensaient plutôt que c'était une bonne chose, c'était un début de quelque chose, mais qui n'était pas suffisant. Aujourd'hui, on les entend pas beaucoup. C'est ce qui pose une énorme question, à savoir qui pourrait représenter l'autre alternative au clan Trabelsi, qui est la femme du président, et au clan de Zine El Abidine Ben Ali aujourd'hui. C'est une grande question et elle est très très importante à poser par rapport à l'avenir de la Tunisie et des Tunisiens, parce que aujourd'hui, on a vu que l'ambassadeur tunisien auprès de l'UNESCO a déclaré sa démission et qu'il avait dit qu'il avait peur de la possibilité de l'arrivée des islamistes. On n'a pas vu les islamistes pendant les 4 dernières semaines. Ce ne sont pas eux qui représentent l'alternative et on est dans l'attente de ce qui va se passer. On se posant même des questions par rapport à l'armée. Je vous remercie beaucoup, Aziza. Alors, nous a rejoint Adnan Youssef. Merci beaucoup. Adnan Ben Youssef, excusez-moi pour la prononciation. Vous êtes vice-président de la Fédération des citoyens des deux rives. Je suis aussi au Parti démocrate progressif, donc un parti important de l'opposition qui n'était pas l'opposition carton de Ben Ali. Qui peut reprendre le pouvoir actuellement en Tunisie après 23 ans donc, de domination dans le pays, qui est à même de reprendre en main la Tunisie? Je pense que la question pour nous, c'est la question du pouvoir. Elle s'est posée d'une manière ou d'une autre sur la constitution d'un gouvernement de salut national. Pouvoir gouverner ce pays-là après ce traumatisme qu'a représenté la période de Ben Ali, collectivement avec des personnalités reconnues pour ses compétences, ses capacités à rassembler aussi des personnalités qui étaient reconnues pour ne pas être corrompues ou pour être mêlées aux affaires. Et donc je pense qu'il y a une phase transitoire qui doit peut-être commencer, on ne sait pas, parce que malgré tout, il y a un certain flou sur cette transition-là. On ne sait pas, le président... Extrêmement précipité ces dernières heures, effectivement. Extrêmement précipité, donc il y a un moment où les choses doivent se matérialiser un peu mieux. Demain, on saura plus sur ce qui devra se passer. Le processus mis en place effectivement pour organiser les élections. Pour organiser la vie politique d'ici, les organiser, mais aussi pour répondre immédiatement à la demande populaire et pour répondre immédiatement à l'exigence du peuple tunisien qui a aujourd'hui réalisé un acte extraordinaire dans l'histoire Alors justement, moderne. C'est cette génération Ben Ali qui a fait chuter le président Ben Ali, puisqu'il est au pouvoir depuis 23 ans. Ces jeunes sont des diplômés qui ne trouvaient pas de travail. Est-ce que vous êtes surpris par cette force de frappe de la population tunisienne que l'on disait un peu endormie, que l'on entendait peu dans les médias, puisqu'elle ne pouvait évidemment pas s'exprimer? Moi, je suis de la génération de Ben Ali. C'est-à-dire, en 2000, j'étais jeune ingénieur, je sortais d'une école où j'ai fait des études modèles, je suis sorti d'une école d'ingénieur et je pouvais même aspirer à avoir un bon travail en Tunisie, gagner bien ma vie et bien consommer surtout. Et pourtant, j'ai pris le choix de quitter ce pays-là parce qu'il y avait j'ai pas quitté le pays à cause du régime, mais il y avait un étouffement de la jeunesse qui était clair et présent et pesant. Ce régime pesait sur sa propre jeunesse, ce régime avait peur de sa propre jeunesse. Et la jeunesse, elle a fini par s'acclimater avec cette situation et à pouvoir réagir, résister, à obtenir des points qu'elle défend. Sur Internet, par exemple, il y a eu une volonté immédiate du régime de censurer un certain nombre de sites sur lesquels les jeunes pouvaient aller pour s'informer sur leur propre pays parce que l'information a été complètement bouclée. Donc c'est une jeunesse qui s'est auto-formée, qui a été autodidacte pour apprendre, et elle regardait le monde, elle aspirait à ce monde-là et elle regardait. C'est une jeunesse qui s'intéressait beaucoup au monde, qui s'intéressait beaucoup à ce qui se passait en France, ce qui se passait dans le monde arabe. C'est une réaction impulsive, très spontanée. Est-ce qu'il y a les hommes, les femmes à présent aptes à prendre en main ce mouvement et à reconstruire la Tunisie, ou à la faire progresser tout du moins? Moi je pense que la Tunisie regorge, elle a montré par la nature de ce mouvement, ce n'était pas un mouvement violent, c'était un mouvement pacifique qui s'est développé avec des outils, avec une créativité. Vous allez sur Facebook, il y a une créativité monstrueuse. C'est un pays qui est rentré par effraction dans son propre destin. Ça veut dire, nous, on va prendre notre propre destin et personne ne va nous voler ça. Aujourd'hui, je pense que les jeunes Tunisiens, que cette population-là va être elle-même garante de cette